6, ça y est, 10. On commence à recevoir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. On va peut-être attendre quelques minutes, Marion. Attendre jusque 31-32, le temps que tout le monde règle les problèmes techniques qui peuvent avoir lieu sur la connexion, le navigateur. Super. Donc là, on est 17 pour le moment. Tout le monde a bien coupé son micro, c'est super. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Les autres nous rejoindront le temps que je commence l'introduction. Hop. Bonjour à tous en tout cas, et au nom du salon, je vous remercie chaleureusement d'être venus assister donc, à notre première conférence en ligne en ce début d'après-midi ensoleillé. Très, très heureuse de vous voir ici alors que vous auriez pu être à la plage pour celles qui sont ouvertes. Donc, je m'appelle Marion et je suis vice-présidente de l'association Le Salon. Notre association organise depuis donc, 2011 des échanges autour de conférences, tables rondes et débats à visée culturelle. On a décidé récemment de lancer la série Penser le monde à venir, donc avec cette idée que la crise que nous traversons, celle du Covid-2019, représente une occasion inédite de repenser nos modèles et de jeter les bases d'un monde meilleur qui reste donc à construire, mais surtout d'abord à penser. Donc avant de commencer, de laisser la parole à monsieur Laurent Bentata, donc, qui est directeur général de Stage Entertainment France. Et donc aussi à Tessa qui animera cette conférence avec moi. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps et je voudrais préciser donc juste quelques éléments techniques. Merci de bien vouloir couper vos micros et caméras pendant la conférence qui devrait durer environ 40 minutes, en tout cas pour les questions de Tessa et moi-même. Puis nous vous inviterons à poser vos questions pour la deuxième partie. À ce moment-là, vous pourrez rallumer vos caméras donc, pour avoir un échange plus intéressant et pouvoir parler à des vrais visages. Donc voilà, donc merci à tous et bonne conférence. Je vais juste faire une présentation rapide. Donc on accueille aujourd'hui Laurent Bentata qui est directeur général de Stage Entertainment France, donc qui est la filiale de Stage Entertainment française qui gère le théâtre Mogador, donc à la fois possède le théâtre Mogador et fait aussi de la production de spectacles. On reviendra un peu plus tard dans la conférence sur la logique qui est un peu particulière justement de Stage Entertainment. Donc dans nos premières questions un peu pour présenter cet univers particulier. Je vais laisser la parole à Laurent pour vous présenter peut-être rapidement en quelques mots, une ou deux phrases pour nous dire juste voilà qui vous êtes et peut-être si vous avez envie de 2-3 mots sur pourquoi vous êtes arrivé dans le monde du spectacle. Voilà. Merci, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. En tout cas, en cette période un peu particulière, je pense qui nous oblige en tout cas à nous poser plein de questions et c'est bien. Après, il va falloir qu'on trouve toutes les réponses, mais ça, c'est un autre travail. Mais content d'échanger avec vous sur ce domaine encore mal connu de la comédie musicale, puisque nous sommes un acteur majeur en Europe, puisque le groupe Stage Entertainment est présent dans 8 pays et représente environ 7 millions, accueille 7 millions de spectateurs par an, avec un peu plus de 2000 salariés. Parler de moi, c'est compliqué toujours pour commencer, mais le parcours, vous m'avez demandé de résumer en quelques mots mon parcours. C'est un parcours atypique parce que je pense que diriger un théâtre et être producteur de spectacle, il n'y a pas vraiment de formation. Elle est pluridisciplinaire. Je pense qu'il faut maîtriser pas mal de choses, hein, que ce soit marketing, commercial, finance, mais avoir aussi une sensibilité artistique. Et à ce niveau-là, c'est aussi important. C'est une passion, c'est une passion, en tout cas m'habitant depuis pas mal de temps, après une expérience d'1 an aux États-Unis, qui m'a fait découvrir Broadway notamment.
Et puis après, c'est le jeu des opportunités, des jeux de la chance probablement. Et après un parcours en médias, dans le groupe, chez le groupe Lagardère, en radio notamment, la possibilité d'intégrer Stage dès son ouverture, il y a déjà 14 ans. Quand le théâtre Mogador s'est créé, enfin, a été rénové, racheté par Stage en 2006, et de pouvoir intégrer les équipes d'abord marketing, et puis au fil des années, d'avoir eu la chance de prendre la direction il y a 7 ans de cette belle maison. En gros, pour résumer l'activité, hein, elle est double. C'est la maîtrise du contenu et du contenant, comme je le dis assez si je veux schématiser un peu, mais c'est de pouvoir proposer des comédies musicales importées souvent du West End à Londres ou de Broadway à New York, et de pouvoir les rendre accessibles en les traduisant, en les adaptant en français au plus grand nombre, dans un lieu aussi atypique, parce que je pense qu'il est un élément majeur et incontournable pour que l'expérience, c'est un mot que je veux beaucoup utiliser, mais la valeur expérientielle, elle est très forte. Elle est très forte dans ce qu'on veut donner, et l'envie qu'on veut, et l'émotion qu'on veut apporter aux gens. Je pense que la maîtrise du lieu a été un maître mot dans la stratégie, même Stage au niveau de tous les pays, puisque dans tous les pays, on est propriétaire, ou en tout cas locataire sur de la longue durée, donc on maîtrise le lieu pour qu'on puisse aussi adapter au mieux le spectacle. Donc, c'est un peu la base de cette stratégie. Et voilà, on est présent en Allemagne, on est présent aux Pays-Bas, en Espagne, en Russie, en Italie, à Londres, à New York et bien sûr à Paris. Voilà, en quelques mots pour présenter un peu le débat, si je puis m'exprimer ainsi. Super. Bah, je vais commencer du coup avec la première question pour revenir justement à ces spécificités de Mogador. Donc, il y a le fait que vous soyez propriétaire de vos théâtres, donc Stage Entertainment, mais donc particulièrement à Mogador, vous avez aussi comment dire, une politique de spectacle unique. Enfin, vous sortez un spectacle, un gros show par an. Après, vous avez quelques petits spectacles annexes parfois, mais pourquoi en fait est-ce que vous avez choisi justement de vous positionner sur un seul spectacle par an, un spectacle que vous tenez du début à la fin, et voilà. Parce que déjà, l'économie, en tout cas, cette stratégie, qui est calquée, bien sûr, encore une fois, sur le West End et sur Broadway, c'est une économie coûteuse, parce que les spectacles dont on parle déjà réunissent énormément de monde sur scène. Alors, je vais vous parler du prochain, hein. Alors, le Roi Lion, c'est 50 artistes sur scène, 15 musiciens et une soixantaine de techniciens. Donc, on est environ, il y a 150 personnes qui travaillent. Donc, c'est vrai que l'économie, enfin, le spectacle ne s'amortit pas en un mois. Donc, on est obligé d'être sur une longue durée. Après, l'importance du lieu, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais l'écrin, il contribue énormément à positionner le spectacle et à alimenter aussi le storytelling au niveau du spectacle. Alors, ça prend du temps, mais je pense qu'il est important qu'un théâtre ait une image. Les gens ont un peu de mal à aller encore au théâtre. Je pense que c'est important, et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse d'être là aujourd'hui. Mais pour les jeunes générations, ceux qui n'ont pas encore découvert le théâtre, qui n'ont pas mis un pied dans un théâtre, bah, je pense qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose dans leur parcours, il leur manque quelque chose dans leur expérience même culturelle et émotionnelle, parce que c'est un moment unique. On est sur de l'émotion live, et l'écrin est donc encore une fois très importante. Et racheter le lieu nous permet de l'adapter pour que cette expérience soit totale. Quand je dis expérience totale, la première chose qu'on ait réalisée à Mogador quand on a racheté le théâtre, c'est que, alors ça paraît un peu surprenant, mais on a réduit la capacité. Le théâtre, avant, pouvait accueillir 1800 personnes, on l'a ramené à 1600. Pourquoi? Parce qu'on voulait que les gens se sentent à l'aise. Donc, il y ait de l'espace entre les rangées, entre les sièges, rajouter de la climatisation, voilà, pour que l'expérience soit encore une fois totale. Et ça, c'est important. Après, encore une fois, ça contribue à l'image. Quand vous communiquez sur nos spectacles, bah, ils sont associés à Mogador, et inversement. Mogador vient alimenter, d'ailleurs, on le voit, hein, quand on voit le parcours du spectateur qui vient acheter ses billets, bah, il passe en grande partie par le théâtre Mogador. Le nom Stage Entertainment, alors qu'il y a un nom compliqué en France, déjà pour communiquer, quand je donne mon adresse email, je dois m'y reprendre à 4 fois en général. En plus, c'est écrit à l'anglo-saxonne. Mais c'est une vraie question, d'ailleurs, c'est une vraie problématique qu'on a même en interne au niveau marketing et communication corporate. Est-ce qu'on doit communiquer sur Stage malgré ces problématiques que je viens d'évoquer au niveau du nom? Aujourd'hui, les gens connaissent Mogador, connaissent nos spectacles. La stratégie depuis le début que j'ai voulu développer, c'est de se dire faisons nos preuves d'abord par nos spectacles.
Et après, on pourra expliquer, derrière ce spectacle se cache un producteur qui s'appelle Stage Entertainment. Mais c'est plutôt une marque ombrelle pour, j'ai envie de dire, le B2B, pour les institutionnels. Pour le grand public, c'est le Théâtre Mogador. Et le lieu et donc l'écran est important. Et justement, c'est ce lieu qui abrite des spectacles stars, des spectacles phares. Comment est-ce que vous arrivez à choisir certaines productions plutôt que d'autres pour le Théâtre Mogador, sachant que Stage est une entreprise internationale qui est très présente au travers de toute l'Europe? Alors, il y a deux stratégies en une. C'est déjà, on va faire notre marché à Broadway et à Londres, là où se passe aujourd'hui, où se situe ce marché-là, où la création se trouve là-bas. Donc, c'est la première chose. Après, depuis plusieurs années, on a initié une nouvelle stratégie qui est de créer nos propres spectacles. Parce que quand je dis d'aller faire notre marché, c'est-à-dire qu'on a des relations de licence, de licenciés et ce qu'on appelle avec des ayants droit. Disney, qui est notamment l'un de notre premier partenaire, puisque avec Disney, on a dans notre portefeuille de spectacles, à l'échelle du groupe, on a bien sûr Le Roi Lion, mais on a La Belle et la Bête, Aladdin, j'en oublie plein d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Tarzan. J'ai pas entendu. Tarzan, je crois. Ouais, Tarzan aussi. Bon, il y en a énormément. Mais on en a d'autres. Donc avec qui on a ce qu'on appelle un contrat de licence. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique, mais c'est important que vous compreniez. Il y a plusieurs types de licences. Il y a ce qu'on appelle des premières classes, ce qu'on appelle des réplicas. C'est-à-dire que vous allez chercher le spectacle tel qu'il existe à New York et à Londres, et vous allez le transposer en France avec la même équipe créative. Donc, ce sont les Américains ou les Anglais qui ont créé ce spectacle qui vont s'associer à notre équipe française pour le monter. Donc, on est vraiment sur le spectacle que vous avez vu à Londres ou à New York. Il sera sur la scène de Mogador, mais avec deux différences majeures. Premièrement, ce sera une troupe française. Et deuxièmement, il sera adapté en français. Pourquoi? Alors, c'est une grande question, l'adaptation. On a eu beaucoup de critiques, des gens qui disent qu'il faut adapter, pas adapter. Parce que le modèle même, il est basé sur un livret et sur une histoire. Nous sommes des conteurs d'histoire. C'est la différence avec la comédie musicale à la française, qui est plutôt un tableau de chansons, où il y a peu de livrets, mais ça, c'est une stratégie qui a porté ses fruits pendant des années, même si on voit que ça commence un peu à péricliter un petit peu de nos jours, mais il y a un livret, et ça, je pense que c'est très important là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'adapter. Parce que si la musique et les chansons viennent alimenter et contribuer à la narration de cette histoire. Si vous êtes des chansons en anglais et un livret en français, c'est-à-dire que je vous parle en français, puis d'un coup je vous chante en anglais, puis après je reprends un peu de dialogue, je pense qu'on va perdre le spectateur et tout ça est un tout. Donc c'est pour ça qu'on est là-dessus. Donc c'est cette licence-là, de prendre le spectacle tel qu'il existe à New York et à Londres. Il y a deux types de licences où là, par exemple, c'est des non-réplicas. C'est-à-dire que vous prenez le livret, mais vous vous adaptez, vous faites une nouvelle création au niveau de la mise en scène, au niveau des décors. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on prévoit pour l'année prochaine avec un nouveau spectacle, un deuxième spectacle qu'on ne produira pas ici, mais au Théâtre de Paris, qui s'appelle les Producteurs, mais The Producers de Mel Brooks, qui sera adapté, mis en scène par Alexis Michalik. Donc voilà, là, on prend un spectacle, le livret, tel que Mel Brooks l'a écrit, et on lui met vraiment là un autre vernis, un vernis aussi très français, parce que la mise en scène sera signalée par Alexis. Ça sera un nouveau décor, nouvelle chorégraphie. Donc, c'est un autre type de licence. Donc, ça, c'est la partie licence. Et depuis quelques années, on crée nos propres spectacles. On a créé Tina. On avait créé Rocky aussi à l'époque, qui a moins bien marché. Tina qui marche très, très fort avec la collaboration de Tina Turner. On a créé Anastasia aussi à Broadway et qui se joue actuellement à Broadway et à Londres. Qui sont en Espagne aussi. Donc, voilà. On est aussi sur cette stratégie pour être moins dépendant, mais aussi commencer parce qu'on a les expertises depuis des années, des dizaines d'années qu'on travaille sur ce type de spectacle. On a chez nous des talents, des gens qui sont capables aussi de créer. Donc, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place aussi progressivement. Donc vous adaptez les spectacles comment dire, au public français, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois une difficulté aussi dans le choix des spectacles à adapter, surtout pour le public français, parce que c'est vrai quand on parle de comédie musicale en France, il y a cette image justement de comédie musicale à la française, toutes celles qui ont fait le buzz dans les années 2000, donc Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, enfin voilà. Est-ce que justement cette image de la comédie musicale en France, elle vous restreint pas énormément sur le choix des spectacles et ce que vous pouvez produire peut-être par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne qui est beaucoup plus ouverte? Vous avez raison. Vous avez clairement identifié
et toucher du doigt enfin, pas le problème, mais notre quotidien. On n'est pas encore sur un marché mature à ce niveau-là, mais on avance. Alors, je regrette simplement d'être le seul acteur, et j'allais dire pure player, qui ne fait que ça, parce que je pense que s'il y avait une multiplication de l'offre, bah, je pense que la demande pourrait aussi se développer. Néanmoins, bah, l'Allemagne ne s'est pas construite non plus en 5 ans, 6 ans, même plus que ça. Oui, ça nous limite un peu. Il y a des réflexions qu'on a, mais d'un autre côté, on est ouvert et l'année prochaine et la saison prochaine est importante pour nous. Quand je vous parlais des producteurs, c'est justement un titre qui a été produit en Espagne par chez nous, aux Pays-Bas, et qui a pas marché, et que je défends bec et ongles depuis 10 ans pour l'avoir à Paris, parce que je pense que c'est un spectacle très français. C'est du théâtre de boulevard, c'est un peu à l'instar de La Cage aux folles. Alors on modifie un peu le storytelling en mettant aussi un metteur en scène très connu, mais qui a une vraie sensibilité avec le musical. Euh, oui, on est peut-être souvent on peut avoir l'impression d'être sur des marques fortes, des titres très forts qui sont rassurants pour le public, mais c'est un peu la priorité aujourd'hui pour nous, au moment où on se parle, par rapport à cette maturité du public français, ou cette volonté d'ouvrir. Mais encore une fois, je pense que c'est un domaine, et le musical, je veux dire que c'est un genre mal connu. Je dirais pas connu, je dirais mal connu en France, avec cette spécificité que vous avez évoquée sur la comédie musicale à la française. Nous, c'est autre chose. Et c'est vrai que le grand public fait l'amalgame, hein. Pour lui, c'est un tout, c'est la même chose. Donc nous, on a besoin de temps pour expliquer ça, de grands spectacles, de spectacles forts qui vont drainer un maximum de publics différents. C'est le cas du Roi Lion, c'est le cas quand on fait Mamma Mia. Alors, on peut se tromper par moment, hein. On a fait le Bal des Vampires, ça n'a pas été une réussite. Ça ne veut pas dire qu'artistiquement, j'en suis pas fier. Pareil pour Ghost, qui a moins bien marché, bon, qui n'a pas été aidé non plus par tout ce qui est grève et tout ce qui s'est passé. Mais c'est un spectacle dont à chaque fois, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes et créativement. Et je pense qu'on ne peut pas nous reprocher beaucoup de choses artistiquement. Après, des fois, ça marche. C'est pas une science exacte. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est vrai qu'on fait attention dans le choix du public. Et aujourd'hui, on sait que le marché ce qu'on appelle, nous, les musical core, c'est quand on analyse, quand on fait des études avant de choisir un spectacle, on fait beaucoup d'études, on essaye de catégoriser un peu les gens selon leur affinité avec le spectacle, avec ce type de spectacle. Il y a ceux qui sont des fans, ce qu'on appelle les musical core de musical, mais il y a ceux qui viennent ponctuellement, il y a ceux qui sont curieux, qui sont plutôt des gens théâtreux. Donc on essaye de regarder comment un spectacle pourrait répondre et pourrait être accepté par cette différentes typologies de spectateurs. Mais toujours partir aussi du spectateur, de se dire qu'est-ce que les gens ont envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, comment ça évolue pour faire ce choix. Et encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Et d'ailleurs, en termes d'évolution, on peut aussi penser à toutes les évolutions que va entraîner tout ce qui vient de se passer avec la crise du coronavirus. Comment est-ce que se portait le monde du spectacle, bien que le marché ne soit pas encore développé, parce que vous aviez bien dit que le Mogador était pour l'instant un des pure players, des seuls pure players en France, mais comment est-ce que la crise va pouvoir amener d'autres opportunités? Comment est-ce que vous en avez peut-être perçu pendant ces phases de confinement? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses pendant cette phase-là? Honnêtement, aujourd'hui, on est plus on subit plus qu'on ne crée. On est en train d'essayer de créer les conditions de la reprise. Donc, c'est compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on essaye, on vit quand même une épreuve compliquée économiquement parlant pour tout le monde, où bah, avec l'activité partielle, les gens, bah, on a moins de personnes donc pour réfléchir. Mais on a eu 1 mois et demi où on était vraiment le nez dedans. Là, c'est vrai qu'on commence un peu à en sortir. Alors, je dis qu'en sortir, ça ne veut pas dire qu'on sait où on va, mais pour essayer de réfléchir, d'adapter nos lieux. Non, je pense que le théâtre avant allait plutôt bien. Alors, il est lié bien sûr au spectacle avec lesquels ces théâtres vont être nourris. On a, nous, toujours beaucoup d'ambition. On l'avait marqué avant la crise du Covid en affichant 2 spectacles à la rentrée prochaine. Je pense que c'était vraiment une volonté, et c'est une volonté forte de Stage, de porter ce drapeau encore une fois, et de ce porte-drapeau, et de développer ce genre. Après, il faut faire attention. Je pense que c'est un genre particulier, c'est un genre compliqué à produire, et je ne veux pas manquer de modestie là-dessus, mais on ne peut pas mettre ce genre à la portée de tout le monde. Enfin, c'est un genre qu'on doit maîtriser. Justement, c'est le mélange de plusieurs arts de la scène, danse, comédie, chant, et c'est un amalgame, et c'est un dosage subtil pour gérer tout ça avec des règles
un peu à l'anglo-saxonne et on s'en inspire, nous, au contact des équipes américaines. C'est vrai qu'on a vu avant, par le passé, beaucoup de producteurs qui s'improvisaient producteurs de comédie musicale et on voyait des spectacles qui n'étaient peut-être pas d'une grande qualité. Alors, je me permets de juger un peu, mais ce n'est pas bon parce que honnêtement, moi, je prône l'arrivée de concurrents à partir du moment où ils défendent des spectacles de qualité avec une manière de produire originale, forte, avec des valeurs fortes de production, avec des valeurs de production très fortes. Je pense que plus on aura des producteurs comme ça, plus je pense que le public sera satisfait. Et le public, c'est comme un bon film que vous allez voir, ça vous donne envie de continuer à aller au cinéma. C'est exactement la même chose pour les spectacles. Alors que c'est vrai qu'on a eu des années précédemment où on avait peut-être 17 comédies musicales, je pense que c'était l'année 2012, 2013, et pas toutes de très bonne qualité. Et je pense que ça laisse des traces, surtout quand vous payez 40, 50, 60 euros. Donc, cette crise-là va permettre peut-être, malheureusement aussi, de revenir à un nombre d'acteurs plus raisonnables, qui ont les reins solides et qui ont envie de produire et qui peuvent produire. Il ne faut pas que ça biaise et ça détruise la créativité parce qu'il y a aussi plein de petites, je mets des guillemets, hein, mais de comédies musicales extraordinaires qui ont été créées comme Chance, notamment, qui font du bien aussi à ce domaine-là. Mais on a vu un peu tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, cette crise, elle va nous impose aussi de réfléchir, mais on ne va pas réinventer, à mon avis, quand je vois passer des choses en disant mais oui, est-ce qu'on peut présenter des spectacles sur les réseaux sociaux? Moi, j'y suis pas favorable. Je pense qu'on fait du spectacle vivant. Dans vivant, il y a contact. Dans vivant, c'est la différence avec le cinéma, c'est qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de filtre. L'émotion, elle est 100%, elle est intégrale. Et je pense qu'on ne peut pas mettre un filtre là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir se réinventer, mais peut-être plus dans l'écriture de spectacle. Ça va donner envie aux auteurs d'écrire. Cette période de 2 mois leur a permis d'être en incubation pour écrire. J'en parlais avec Alexis Michalik là-dessus. Je pense ça l'a aidé aussi à réfléchir. Et je pense que il va certainement, et je suis positif là-dessus et en tout cas, je veux croire que dans notre ADN, on a la créativité, on a la résilience, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la crise du Covid, on s'est pris quand même toutes les manifestations, les grèves, les gilets jaunes et autres qui ont déjà mis un pied à terre, qui nous ont qui ont occasionné pour nous de mettre beaucoup de baisser en tout cas notre activité. Ça a été aussi compliqué et le Covid a rajouté une grosse couche, on va dire. Mais je suis confiant sur l'avenir et cette possibilité et j'espère que les créatifs d'arriver avec de nouveaux projets. Et si on peut, bien sûr, on les soutiendra et on les fera venir à Mogador. Du coup, vous disiez que vous étiez un peu contre cette idée de partager des spectacles sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'initiatives pendant le confinement, notamment parmi les plus grosses, celles dont beaucoup de monde a entendu parler, celle de l'Opéra de Paris ou de la Comédie Française, qui ont décidé de mettre en ligne des spectacles afin de pouvoir garder un lien avec le public. Mais est-ce que, au-delà de juste partager des spectacles, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de mettre en place quelques initiatives qui soit auraient pu permettre de renforcer le lien avec on va dire les clients fidèles de Mogador, ou alors d'ouvrir peut-être un nouveau public et de permettre aussi de faire découvrir et de les attirer au théâtre à la reprise? Non, mais vous avez raison et c'est un des points importants quand à quelques semaines après le démarrage du Covid, on a réfléchi quand même à sa stratégie. On avait, j'ai envie de dire, malheureusement 3 priorités, hein. La première, elle est très pragmatique, mais c'est une problématique de trésorerie parce que vous êtes une activité qui s'arrête, donc il n'y a plus d'entrée d'argent et les coûts continuent. Donc il a fallu réduire les coûts. La deuxième, elle était claire, c'était garder le lien avec nos spectateurs. Et ça, c'était important et on a développé beaucoup de choses, hein. On l'a vu, il a fallu acter la fin de Gosse, mais tout de suite, on a réagi sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, je suis un fervent défenseur aussi des réseaux sociaux, on l'utilise beaucoup. Je dis qu'on avait, c'était notre seule tribune d'expression pendant cette période-là, mais je ne veux pas que tout ça devienne la règle et que notre activité soit juste transposée et qu'on oublie nos lieux et qu'on dit que le nouveau lieu de la comédie musicale ou du théâtre, c'est les réseaux sociaux. C'est un moyen, mais ce n'est pas une finalité. Donc, on l'a fait. Par exemple, je veux citer aussi une super expérience que notre directeur marketing, Olivier Lazzarini, a développée, qui s'appelle, c'est une expérience qu'on avait prévue dans le théâtre, qui vous permet de découvrir le théâtre Mogador en son binaural. On devait le mettre en place à Mogador, donc in situ.
on a décidé de le développer sur les réseaux sociaux, sur le site Mogador. Et je vous invite à aller sur le site Mogador, mettre des écouteurs et écouter cette histoire et cette nouvelle technologie. Donc, on s'adapte aussi à ça. Mais il y a eu plein de choses, la comédie musicale, qui ont été développées, alors pas seulement chez Stage, on l'a fait beaucoup en Allemagne, mais Hamilton a fait beaucoup de choses. L'équipe, Chicago, l'ancien cast de Chicago qui a marqué de son empreinte, j'ai envie de dire, le théâtre Mogador, on fait aussi une vidéo sur les réseaux sociaux. L'ancienne équipe de Grise a fait aussi une vidéo. Donc, il s'est passé des choses et c'est bien et c'était clé pour nous de garder le contact avec nos spectateurs. Maintenant, aujourd'hui, les gens attendent qu'une seule chose, c'est la date de la reprise et nous les premiers. Et justement, c'est intéressant de se demander aujourd'hui comment est-ce que vous gérez le manque d'informations et l'incertitude quant à la réouverture des théâtres, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations. Mal. On gère mal. Non, je pense qu'on est confronté à la pire des problématiques. C'est-à-dire que nous, en général, on travaille avec une perspective, avec une deadline. C'est-à-dire qu'on a une date d'ouverture et après, il y a un déroulé, il y a un rétro-planning qui se met en place. Et Aujourd'hui, on ne fait que bâtir des scénarios. Et si on ouvrait à ce moment-là, en fonction de paramètres aussi qu'on ne connaît pas. Donc, en gros, ce sont des équations à plein d'inconnus. Et souvent, il n'y a que des inconnus. Donc, c'est difficile de… Donc, c'est compliqué. Alors, encore une fois, on ne veut surtout pas, et ce serait le pire des choses, d'être spectateur et juste de subir. Donc, on est en contact avec l'État, avec le gouvernement, avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Économie, pour aussi essayer de les guider sur les conditions de réouverture. Parce que là aussi, c'est important. On voit passer beaucoup de choses en ce moment. Je vois des choses qui m'inquiètent énormément sur de la distanciation sociale dans les salles. Moi, j'ai la chance d'être vice-président du syndicat des théâtres privés aussi, donc on se parle beaucoup avec tous les syndicats. Et il y a quand même une certaine… il y a un consensus au niveau de tous les théâtres pour défendre le fait qu'on ne pourra pas ouvrir avec de la distanciation sociale. Il y a des compagnies aériennes, notamment Air France, qui ont décidé d'ouvrir sans distanciation sociale. Nous, notre modèle, alors on sait on était les premiers à arrêter, on sera les derniers à reprendre, mais on ne peut pas ouvrir à n'importe quelle condition. Et ouvrir en mode dégradé, ce n'est pas seulement qu'un problème économique. Bien sûr, c'est un problème économique. Je vous donne juste un exemple pour illustrer mon propos. Mogador, c'est 1600 places, comme je disais tout à l'heure. Si on met en place la distanciation sociale, on ramène la jauge à 500 places. Donc voilà. Donc il y a une problématique bien sûr économique, on ne pourra pas jouer, ça c'est sûr. Mais il y a une double problématique qui est la problématique technique, c'est-à-dire comment accueillir des gens. Vous êtes venu à 4 alors qu'on a mis 2 sièges occupés, un siège libre, 2 sièges occupés, vous venez à 4. Il n'y a pas de logiciel aujourd'hui disponible pour pouvoir, avec des algorithmes, faire tout ça. Et c'est ingérable, c'est-à-dire qu'on va passer nos soirées à replacer les gens. Donc, et le troisième point, c'est l'expérience du spectateur, quoi. 500 personnes dans une salle de 1600, alors ça nous est arrivé, mais ce n'est pas idéal pour les artistes. Alors, quand on parle de distanciation sociale pour les artistes, voilà, là, on touche au ridicule. Et du coup, cette crise, en tout cas le confinement et la fermeture des théâtres, elle a créé du coup un certain délai. Donc, au moment de la réouverture, est-ce que vous avez prévu de reprendre comme si ça ne s'était pas arrêté, c'est-à-dire de prévoir le même temps pour la suite du spectacle, donc Ghost par exemple, étant donné qu'il y a Le Roi Lion qui doit sortir après, et j'imagine qu'il y avait aussi d'autres projets qui étaient en cours. Comment est-ce que vous gérez un peu les délais sur les différents spectacles, donc ceux qui sont déjà sortis, ceux qui sont à sortir, et comment est-ce que vous gérez justement tout ça? Alors, dans notre malheur, malheureusement, on a dû avoir à gérer la fin de Ghost, parce que Ghost, on a acté la fin de Ghost, donc, et d'une manière compliquée pour les artistes que j'ai eu en visio aussi pour leur annoncer que c'était terminé, parce qu'on avait prévu de terminer de toute façon fin avril. Donc, on avait prévu de reprendre à un moment donné, même après le Covid, mais on sait que la période était plus longue. Donc, ces gens-là, et j'ai une pensée pour eux aussi aujourd'hui, c'est qu'ils ont arrêté, ils n'ont pas eu leur dernière. On n'a pas eu ce moment-là, on n'a pas figé émotionnellement ce moment-là, avec un moment important, comme une première, de se dire c'est la dernière, on la célèbre à notre façon ensemble. Ça, on n'a pas pu le faire. Donc, on n'a pas célébré notre dernière, et ça a été compliqué. Donc, Ghost, malheureusement, ne reprendra pas. Et là, d'ailleurs, on est en train aujourd'hui, on vient de démonter sur scène les derniers éléments du décor. Donc, après, la question, c'est le Roi Lion, quand? Il y aura le Roi Lion, ça c'est sûr. Quand? Comment? Voilà. Ce sont les questions auxquelles on attend des réponses, et c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous donner
de la visibilité, des perspectives. On a une force d'inertie quand même dans nos spectacles. On ne peut pas décider au mois d'août en disant c'est bon, vous pourrez voir en septembre. Ça sera trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, nous, il faut qu'on s'est donné un délai raisonnable. Il faut qu'enfin mi-juin, j'espère qu'on pourra savoir comment et quand le Roi Lion pourra reprendre et à quelle date. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Bien sûr qu'on travaille sur plusieurs scénarios, plusieurs options possibles. Voilà, on a la même problématique sur les producteurs au Théâtre de Paris avec qui on parle. Alors là, on n'est pas seul puisqu'on est en coproduction avec 4-5 autres coproducteurs. Alors, donc on se parle, mais aujourd'hui, on ne fait que se parler, on échange sur des idées, sur des envies, mais on n'a rien acté parce que tant qu'on ne sait pas quelles seront et quelles seront les conditions, donc on tarde au maximum pour prendre cette décision parce qu'on voit que les choses évoluent, à la fois au niveau médical. Il y a 2 semaines, on avait moins d'informations. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même en 15 jours. Donc, on attend de voir ces paramètres. Bien sûr, quand on sera à la date pour prendre cette décision, certainement mi-juin, comme disait, j'aime bien cette phrase d'Eisenhower, quand il était à décider avant d'aller sur la bataille une des batailles en 1945, il a dit j'ai dû prendre la décision en fonction des meilleures informations disponibles. C'est ce qu'on fera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fera le point de toutes les informations dont on dispose, les informations gouvernementales, les informations sanitaires, les informations commerciales. Après, il y a une inconnue, c'est l'envie du public de revenir. Et alors on fait des études, on en a fait beaucoup là. Je pense que les gens ont envie de revenir, mais graduellement, progressivement. Moi, je veux croire et j'ai envie de voir. Enfin, je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans les bars et restaurants, qui vont ouvrir avant les théâtres probablement. Mais quand on voit l'affluence dans les parcs, quand on voit l'affluence qui n'est pas forcément très bon actuellement par rapport aux mesures d'hygiène qu'il faut prendre et aux gestes barrières, mais ça montre que les gens ont envie de revivre et que le lien social qu'on a perdu pendant cette crise, même s'il était justifié, il est essentiel. Et la culture et les théâtres constituent un paramètre essentiel dans cet univers-là. Et on a besoin du théâtre, on a besoin de la comédie musicale, on a besoin de ces émotions. Et c'est du partage à la fois physique et émotionnel. C'est pour ça que je reviens aux réseaux sociaux, c'est très bien, mais encore une fois, c'est un moyen et pas une finalité. Oui. Et puis, cette incertitude nous amène à nous poser la question de savoir aussi comment est-ce que, aujourd'hui, on ne sait pas si le public veut revenir tout de suite, s'il sera à l'aise de revenir en salle. Donc, comme vous le disiez, les bars, ça va être un peu le premier test pour voir dans les lieux de regroupement. Ensuite, ça va être les producteurs, ça va être le Roi Lion, de se remettre en place progressivement. Mais est-ce que vous, dans l'équipe de Stage, vous arrivez à vous projeter sur moyen long terme pour la création de nouveaux spectacles de grande notoriété comme, je ne sais pas, on discutait de Anastasia ou Hamilton ou alors des titres un peu plus inédits qu'on n'a pas eu l'habitude de trop voir à Paris? Alors, honnêtement, ça nous fait plaisir, on en a besoin. Donc, bien sûr qu'on parle. J'ai reçu des projets pendant ces 2 mois, des projets importants que je regarde. C'est vrai qu'on gère plutôt l'urgence et la crise en ce moment, mais on regarde tout ça et on est là sur du long terme. Donc, on est obligé de se projeter. Et encore une fois, comme je vous dis, ce sont des grosses machines, donc ça s'anticipe un maximum. Même si là, sur le Roi Lion, j'espère qu'on est parti pour quelques saisons. Donc, oui, on regarde. Oui, il y a un élan créatif. Oui, il y a des choses qui se discutent. Oui, à Broadway aussi, même si Broadway est fortement impacté de nos jours et il travaille aussi dans la même direction que nous, mais on se parle et il y a des projets sur mon bureau là qu'on regarde et qu'on analyse et ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre ADN et c'est important de garder cette flamme. Je parlais de passion tout à l'heure, mais la passion, c'est la création et c'est de se projeter aussi et d'essayer de penser à l'avenir. Sinon, on a le nez dans le guidon et on n'avance pas. Merci beaucoup en tout cas pour les réponses à toutes ces questions. C'était éclairant, je pense surtout pour le public et pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre parler de théâtre spécialisé dans la comédie musicale, surtout en France. Donc en attendant la réouverture qu'on espère la plus facile possible et avec les meilleures conditions, on va laisser la parole aux participants de la conférence. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas donc à allumer votre caméra et votre micro. Et voilà, la parole est à vous. Ne soyez pas timide. Peut-être en attendant qu'il y ait une première question ou quelqu'un qui se manifeste. Moi, à titre plus personnel, j'avais une question au niveau de tout ce qui était innovation de Mogador, parce que j'ai vu que Mogador prenait beaucoup d'initiatives dans la recherche de nouveaux talents,
dans la réinterprétation de ces spectacles, notamment avec l'impact qu'il y a eu avec la classe libre des cours Florent qui s'est mise en place avec Mogador. Donc, comment est-ce que vous voyez ce lien avec les jeunes talents, comment, et les écoles, comment est-ce que ça vous nourrit, comment est-ce que ça a une influence sur votre travail? Nous, déjà, revenir à l'origine et l'essence même de cette association et ce partenariat fort qu'on a avec les cours Florent, il est venu d'un constat quand on voyait nos castings des jeunes arriver, qu'il leur manquait peut-être quelques outils. Il y avait le talent, il y avait la flamme. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est quelque chose que je vois, je dis souvent, mais il y a une vraie différence entre un artiste anglo-saxon et un artiste français. Je pense que l'artiste anglo-saxon a plus d'outils parce qu'il est formé depuis son plus jeune âge à cette technique de comédie musicale. Néanmoins, en France, il y a quelque chose de plus. Il y a cette petite flamme, cette petite naïveté, mais qui est dans le sens positif du terme, qui est en fond une authenticité très forte. Donc, on a voulu s'associer. On s'est dit, on n'avait pas le temps, on n'avait pas les équipes pour créer notre propre école, mais il fallait s'associer au meilleur. Et au cours Florent, il y a eu une rencontre. Ça s'est fait aussi par rencontre, par personne et cœur. Et donc, c'est important pour nous de préparer les talents de demain. D'ailleurs, dans Ghost, on avait sur la première promotion de l'école libre, une actrice qui est passée de la promotion de l'école libre directement, Canel Petit, directement à un spectacle. Donc, on lui a permis aussi d'arriver et de pouvoir intégrer directement, de passer de la théorie presque à la pratique. Et c'est important pour nous parce que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que nous, l'artiste, c'est l'essence même de notre activité. C'est eux qui nourrissent, c'est eux qui entretiennent cette flamme, encore une fois. Et c'est normal qu'on investisse dessus et qu'on anticipe le plus tôt possible. Mais après, c'est un travail aussi personnel. Et c'est ce qui manque par moment, c'est que le musical, c'est un travail permanent. Quand on est bien bon danseur, il faut travailler le chant, il faut travailler la comédie. Et on voit de plus en plus d'acteurs qui sont acharnés, qui travaillent, qui ne lâchent rien. Et nous, on le voit parce qu'on voit déjà, et on l'a vu sur le Roi Lion il y a plus de 10 ans quand on l'a produit, et maintenant, on a retrouvé les mêmes équipes créatives américaines. Et ils ont vu une vraie progression même dans les castings par rapport aux gens qu'ils voyaient, qui étaient des gens déjà mieux équipés, mieux outillés, avec beaucoup plus d'arguments à faire valoir. Donc, un conseil si on a des aspirants acteurs dans la salle? Un conseil? Faut travailler, et il faut être passionné. Donc, il faut être curieux. Il faut aller voir plusieurs arts. Il y a plusieurs arts de la scène. Il faut vraiment être curieux et aller tester plein de choses, mais surtout travailler. Et il n'y a que le travail qui paye. Bien sûr qu'il y a du talent, mais le talent sans travail, ça n'existe pas. On va laisser du coup la parole à nos participants. Si quelqu'un a une question. Moi, j'ai une question. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des aides? Parce que je sais qu'il y a, par rapport au gouvernement, il y a des aides pour le théâtre. Je ne sais pas s'il y a des aides pour le théâtre privé. C'est ça ma question. Ouais, alors il y a des aides au niveau. Alors, l'activité partielle est une mesure super intéressante pour nous, comme pour toute l'économie française, je pense. Il y a un fonds de soutien qui a été mis en place à hauteur de 10 ou 12 millions, dans lequel il y a le gouvernement plus la mairie de Paris. Mais honnêtement, à l'échelle de tous les théâtres et tous les producteurs, 10 ou 12 millions, il y a une mesure, juste pour comparer, vous donner un chiffre comparatif, il y a une mesure d'impact sur l'impact du Covid sur le secteur du spectacle vivant. L'impact négatif est de 600 millions d'euros. Donc, vous avez 10 millions d'un côté. Alors, il y a un fonds d'urgence qui a été aussi augmenté à 50 millions, mais en disant, allez, 60 millions face à 600 millions d'impact pour la culture. Donc, oui, il y a des aides, mais elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Et ces aides, c'était que pour le Covid ou déjà avant, est-ce que vous aviez des aides de la part du gouvernement? On a des aides au niveau du théâtre par la mairie de Paris, par le ministère de la Culture, notamment sur de l'aide à la rénovation des théâtres. Quand on a un théâtre, comme Mogador, il y a 9000 mètres carrés. Tous les jours, il y a des travaux. Tous les jours, il faut investir pour garder l'écrin dans son jus. Donc, il y a des aides, mais elles sont importantes. Je ne peux pas les renier, elles nous aident, mais c'est tout. On vit que de nos subsides, on vit que de nos recettes. Et j'ai envie de dire, les aides représentent peut-être 0,01% pour répondre à nos coûts. Donc,
je ne veux pas rechigner là-dessus, elles sont importantes, mais elles sont insuffisantes. Elles ne constituent qu'une partie vraiment mineure de notre économie. C'est normal, encore une fois, je ne prétends pas avoir plus d'aide que ça. C'est vrai que l'aide, elle est importante dans une crise majeure comme celle-ci. Mais logiquement, nous sommes des entrepreneurs privés et on doit apprendre à subvenir à nos besoins par notre création, par notre activité. Et c'est normal. Donc, je ne demande pas plus que ça. Moi, j'ai une question pour le lien du coup avec les autres branches dans des autres pays de Stage Entertainment et à quel point, en fait, là, dans la gestion de la crise, du coup, vous mutualisiez un peu les efforts et il y avait des choses en commun qui étaient mises en place ou que les impacts étaient tellement différents et les modèles aussi tellement différents que ce n'était pas forcément possible de le faire. Non, c'est une question très intéressante. Oui, on a la chance d'avoir d'être un groupe international et c'est une force. D'ailleurs, c'est une force que les Américains, les Anglais nous reconnaissent de plus en plus. On voit que le poids de Stage à Broadway et à Londres commence à prendre beaucoup d'ampleur, notamment parce que par rapport à Londres et Broadway, on est en avance sur l'expérience du Covid, j'ai envie de dire, parce qu'on a commencé à confiner plus tôt qu'eux et ils ont un mois de retard par rapport à nous. Donc, ils regardent énormément ce qu'on a fait, ce qu'on fait. Et Stage est assez précurseur là-dessus. Donc, ça, c'est plutôt positif. Oui, on échange. Moi, tous les soirs, à 17h, depuis 2 mois, j'ai une visioconférence avec tous les patrons de pays et on fait un tour. Alors, on parle de plein de choses, de la situation du pays au niveau économique, au niveau médical, social. C'est important puisque tous les pays, bien sûr, n'ont pas appliqué les mêmes modèles d'aide, même s'ils sont au niveau de l'Europe, il y a plein de points de convergence. Mais par exemple, je vous donne un exemple, le gouvernement hollandais, l'activité partielle, eux, ils la rétribuent. Leur contribution est à hauteur de 90% des salaires versus 70% en France, avec des conditions particulières. Donc c'est important, on se parle. Alors, il y a eu une volonté du groupe d'essayer de centraliser, d'apporter des réponses globales, mais vite, on s'est rendu compte que par pays, les conditions étaient différentes, les spectacles étaient différents, la maturité du marché était différente. Donc là, quand on présente notre stratégie, on la présente par pays et elle est différente. Donc on s'alimente des expériences des uns et des autres. On voit avec des choses qui sont faites sur la distanciation ou sur la réouverture. L'Allemagne est très précurseur. L'Allemagne, je pense que sera le pays à ouvrir, sera le premier pays à ouvrir. On voit une dynamique positive déjà sur la réouverture des clubs de foot, la réouverture des restaurants en Allemagne, avec une discipline allemande qu'on a moins dans les pays latins. On voit qu'en Italie, c'est plus compliqué avec le déconfinement. Mais on travaille beaucoup, on essaie de mener des task force. Par exemple, aujourd'hui, on a mené une task force à l'initiative de la France sur la partie événementielle parce que le Théâtre Mogador accueille des spectacles, mais aussi fait beaucoup d'événementiels corporate pour les entreprises. L'Italie aussi, donc on essaye de mutualiser, de réfléchir ensemble et on est plus fort quand on est à la force, enfin, quand on met la force de nos expériences communes, de nos spécificités au service de notre activité. Et oui, donc on se parle beaucoup en respectant le particularisme de chaque pays. Moi, j'avais une question. Alors, je sais que c'est pas du tout en rapport avec toute cette période de confinement, mais j'avais entendu parler d'un projet d'investissement de Stage concernant un nouveau théâtre à Paris ou en tout cas en France pour agrandir enfin, voilà, le secteur de comédie musicale en France. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que le confinement a provoqué un aspect négatif en plus que cette crise économique pourrait apporter dans ce genre d'investissement? Non, la volonté est toujours là. Elle était là avant le Covid, elle est là toujours. Sauf qu'on a pris un autre chemin pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'autre chemin, c'est notamment le partenariat qu'on a monté avec le Théâtre de Paris pour les producteurs l'année prochaine. Donc, on a loué. Enfin, c'est plus qu'une location parce que le Théâtre de Paris est coproducteur. Donc, moi, je suis arrivé avec ce projet. J'ai dit, voilà, on a un super projet qui s'appelle Les Producteurs, en association avec Alexis Micheli, qui est aussi coproducteur du spectacle. Et on vous propose de le jouer chez vous, mais vous êtes coproducteur. Donc, pour avoir aussi un lien fort avec ce projet-là, le défendre, le soutenir. Et c'est une nouvelle stratégie de s'ouvrir aussi aux autres. Je pense qu'on a à apprendre des expertises des uns et des autres. Donc, c'est ce chemin qu'on a pris. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'acheter, mais vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de mouvements dans les théâtres, notamment de concentration. Il y a des gros groupes comme Fimala, comme Lagardère, comme TF1 qui se sont manifestés pour acheter des lieux. Ce qui est bien, mais ça a créé une grosse inflation sur le prix des salles et qui nous oblige, nous aussi, à raison garder. Donc, de regarder, on regarde. Et je sais qu'avec cette période-là, il y a peut-être malheureusement des théâtres qui seront dans une obligation de vendre.
on peut pas, enfin, nous, on peut pas non plus acheter. On est assez limité sur. On a des critères vraiment très spécifiques dans les théâtres qu'on cherche parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une économie où en dessous d'une jauge de 1000 places, notre économie n'est pas possible, sauf à complètement changer notre contenu, ce qui n'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je parle souvent des producteurs parce que c'est une nouvelle étape pour nous et c'est une valeur de test. C'est avant de passer peut-être demain à acheter ou même construire, parce qu'on a eu même des velléités, des discussions sur de la construction de théâtre. Mais testons la possibilité et l'envie du marché français d'accueillir 2 spectacles, ce qui sera le cas la saison prochaine. Donc voilà, on y va d'une manière un peu rationnelle, pragmatique, on teste via de la location, qui est plutôt en plus une approche moins risquée, où il y a un partage du risque et cette valeur de test. Mais l'envie, elle est toujours là. Mais l'année prochaine, on aura, j'espère, 2 spectacles à Paris et c'est déjà pour nous en tout cas une étape majeure. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'avais une question par rapport au plan que M. Macron a proposé pour la culture il y a quelques jours. Comment pensez-vous que l'ensemble du théâtre pourra réinventer en fait la manière de présenter le théâtre, notamment en relation avec les jeunes? C'est une grande question. Je pense que le président a parlé de bon sens et de créativité, mais comme souvent dans ses interventions, il faut avoir une deuxième lecture et essayer de comprendre ce qu'il veut dire derrière. Moi, j'ai toujours pas vraiment compris. Réinventer, je pense qu'on est en perpétuelle réflexion sur notre modèle. Donc, cette crise-là, elle va peut-être précipiter les choses, mais on est toujours dans cette manière de réinventer. Aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est d'attirer un public plus large, un public plus jeune, certainement aussi sur nos spectacles. Et ça, c'est clé, mais ça passe par le choix du spectacle, je crois, en priorité. Après, vous allez me dire par les prix aussi, parce que c'est vrai qu'on pratique des prix à la hauteur de l'investissement que demande ce spectacle, mais on a toujours eu des approches aussi d'entrée de gamme pour que les jeunes puissent venir, des tarifs jeunes. On a mis ça en pratique. Mais réinventer notre modèle, je pense que ça passe par de la création, ça passe par des spectacles. Et encore une fois, quand on fait les producteurs, j'utilise cet exemple à dessein, mais quand on fait les producteurs, qu'on s'associe avec Alexis Michalik, je pense qu'avec les producteurs, qui est un titre ancien, hein, puisqu'il a été créé par Mel Brooks il y a plusieurs dizaines d'années, le fait de prendre Alexis Michalik, au-delà du talent d'Alexis, sa passion pour ce projet-là, ça va nous permettre d'attirer un nouveau public et d'attirer un public nouveau sur la comédie musicale. Donc l'idée à chaque fois dans le choix de nos spectacles, c'est d'attirer de nouveaux publics. C'était un peu l'objectif avec Ghost, même si ça a moins bien marché, mais c'était d'attirer un public plus populaire qui venait peut-être de la comédie musicale à la française et qui n'avait pas encore goûté au musical de Broadway. Donc, ça passe par nos spectacles. Ça passe par les titres qu'on va choisir. Et demain, après les producteurs, il y aura peut-être un autre spectacle moins. Je pense que Mogador doit être le temple des grands spectacles, des grands blockbusters comme Mary Poppins, comme Les Misérables, comme ce type de spectacle. Et à côté, ce que je voudrais développer, c'est ce type de spectacle nouveau ou réadapté, ce qu'on appelle donc les non-réplicas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour aller chercher d'autres publics, soit les publics de théâtreux, soit les publics plus jeunes, afin de faire grossir la base d'amoureux de la comédie musicale. Du coup, pour reprendre cette question aussi, le lien avec les autres entités du groupe, je me demandais à quel point la création de comédies musicales un peu originales, enfin adaptées peut-être à des particularismes locaux et pas forcément des adaptations de gros succès de Broadway ou de West End, était plus développée dans d'autres pays que la France. Enfin, à quel stade c'était dans les autres branches et est-ce que du coup il y avait, enfin, pareil, de la communication par rapport à ça? Quelle était la place de la France par rapport à d'autres pays européens, par exemple? Alors, la France, on est, je veux dire, dans l'ordre des pays par rapport à la maturité, la contribution au chiffre d'affaires. L'Allemagne est loin devant. Hein. Je pense que l'Allemagne fait 60 à 70% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, il y a l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne est passée devant les Pays-Bas, qui était une place forte, la comédie musicale, mais l'Espagne avec 2 théâtres et notamment un Royaume qui se joue depuis plus de 6 ans devient là aussi une place importante. Ensuite, il y a les Pays-Bas, un petit pays, 16 millions d'habitants, mais avec Stage et ses spectacles, on arrive à réunir et à accueillir et à séduire plus d'un million de spectateurs par an, donc ce qui est énorme.
La France est quatrième en développement, mais avec une spécificité, hein. Je pense que c'est l'un des marchés les plus concurrentiels. À Paris, tous les soirs, il y a 400 spectacles de tout type, de toutes sortes. Donc, c'est difficile d'émerger et c'est pour ça qu'on a ce choix aujourd'hui d'arriver avec des titres forts pour avoir une émergence. Mais en termes de création, l'Allemagne a pas mal créé, crée beaucoup en local, encore une fois, parce que le marché, notamment à Hambourg, est plus propice et arrivé à maturité. Les Hollandais ont créé aussi, les Espagnols, pas encore. Ils y travaillent, ils y pensent, il y a des idées. En France, on a des idées aussi, on y pense, mais on n'est pas à un stade vraiment actif parce qu'encore une fois, on doit encore faire nos preuves et le marché doit faire ses preuves et on doit montrer que, même si on l'a montré déjà, mais encore plus entériner cette certitude qui est la nôtre que la comédie musicale et le musical a sa place à Paris et a de longs jours, de longues années devant lui. Et je pense que c'est le cas, mais enfin, qu'on développe plusieurs spectacles et qu'on multiplie l'offre pour qu'on puisse assumer et assurer cette conviction d'une manière plus forte. Et la deuxième étape sera bien sûr la création. Donc, on n'en est pas là pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas et on a des projets, mais on est plutôt à nourrir Mogador aujourd'hui et à trouver des projets existants sur lesquels, parce que pour moi, les producteurs, c'est une, allez, excuse-moi du terme, une recréation ou une récréation, comme vous voulez l'entendre, mais parce qu'il y a une base qui existe, bien sûr, un livret, mais on va lui donner un nouveau vernis. Donc, c'est une étape intermédiaire, on va dire, avant d'arriver à une création pure et simple auquel enfin, qu'on souhaite mettre en pratique, mais qui va prendre un peu plus de temps. Bonjour Laurent, c'est Mika de Bordeaux à Paris. Oh, Mika, bonjour Mika. Ça va? Tu n'es pas étudiant, Mika. Non, mais bon, j'en profite. D'accord. Sur le site de Mogador, on a vu que les places pour le Roi Lion avaient été bloquées avant le 1er décembre. Est-ce que ça veut dire que quand même, vous avez fait une croix sur la rentrée de septembre et que vous pensez que ça se jouera plutôt en décembre? Non, honnêtement, et ça, franchement, en toute transparence, on ne sait pas aujourd'hui. On a voulu juste prendre une mesure préventive parce que, et tant mieux pour nous, hein, mais on a vendu énormément de billets déjà. Je crois qu'on est aux alentours de 70 000 et notamment les premières séances étaient déjà bien remplies. Donc, pour anticiper un éventuel décalage, qui est possible aujourd'hui, hein. Enfin, je ne peux pas vous dire que c'est impossible, mais aujourd'hui, on garde la date de fin septembre, mais c'était pour essayer de diriger les gens plus sur décembre, janvier, février, parce que les séances d'octobre-novembre étaient déjà remplies pour certaines à plus de 1000 déjà. Donc, c'est juste une mesure de prévention aujourd'hui, mais ça ne laisse rien présager sur cette décision qu'on prendra mi-juin, je pense. Et où en sont les castings pour le Roi Lion et le The Producer? Ça y est, c'est fini ou, Oui, c'est terminé. Bon, il y a peut-être des ajustements encore à droite à gauche parce que la période faisant avec tout ce qui s'est passé, des fois, on a des gens qui peuvent plus ou moins, mais on avait la chance d'avoir fini le casting, ce qui n'était malheureusement pas le cas de notre petit camarade de Starmania, qui ont dû décaler. J'en ai beaucoup parlé avec Thierry Suc, qui ont dû en partie décaler malheureusement, hein, puisque je me fais un plaisir qu'on soit tous les deux en haut de l'affiche à la rentrée. Mais ils ont dû décaler parce que leur casting, eux, était pas terminé. Nous, on a terminé le casting, je pense, fin avril, je pense, de mémoire. Non, fin mars, pardon. Non, même pas, fin février, pardon, sur le Roi Lion. Et on avait fini pareil le casting et on avait célébré le casting des producteurs à la même période. Donc, on a terminé. Donc, ça, c'est quand même une première belle étape avec beaucoup de belles promesses, hein, sur les deux castings. Donc, on n'est pas gêné par rapport à cette période-là. Après, s'il y a décalage, il faudra voir les engagements des artistes et c'est leur volonté de continuer ou pas, ou de se repositionner sur une autre période, si autre période il y a. Et donc, forcément, vous attendez de savoir quand vous allez pouvoir lancer les shows pour communiquer dessus. Bien sûr. Encore une fois, hein, aujourd'hui, on n'est pas maître de notre destin et on est juste dépendant du gouvernement pour décider le quand et le comment. Donc, et je vous l'ai dit, on essaye de faire en sorte de les guider pour le comment. Pour le quand, après, s'ils décident encore une fois au mois d'août pour revoir en septembre, ce ne sera pas possible, quoi. Nous, la décision, elle doit venir là dans les. Apparemment, le Premier ministre a dit qu'il s'exprimerait là-dessus début juin. On attend. Merci Laurent. Merci Mika, à bientôt. À bientôt. Est-ce qu'on a d'autres questions?
J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui avait allumé sa caméra, mais qui s'est Ouais. coupé la parole de justesse. Non, mais en fait, on en a déjà un peu parlé, mais globalement, sur le style de la comédie musicale en France, euh, je suis pas sûr d'avoir vraiment saisi votre avis un peu général. Est-ce que vous imaginez quand même qu'on va s'orienter vers la comédie musicale de Broadway et de West End par rapport à notre style plus classique des années 2000, comme on en a parlé? Ou qu'on va garder vraiment une spécificité en essayant, comme vous le faites, de faire monter la demande et l'offre d'ailleurs des comédies musicales en France, mais dans notre style un peu plus français, qui serait, tout à l'heure vous avez parlé d'un style qui est plus axé sur la chanson que l'histoire, je crois, c'est ça que j'ai compris. Ouais. Enfin voilà, ça serait quoi l'évolution en fait la plus probable? Mais elle est déjà active, cette évolution, hein. Quand vous regardez depuis 3-4 ans, même le type d'offre de spectacle et de comédie musicale, il y a de moins en moins de comédie musicale à la française et il y a de plus en plus de musicales de Broadway. Donc je pense que c'est une réalité et ça m'amuse parce que je pense que le plus grand, j'allais dire, créateur et qui a fait son succès d'ailleurs de la comédie musicale, il s'appelle Dovatia. Et j'en parlais avec lui avec beaucoup de respect, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce il a créé des grands spectacles, des beaux spectacles qui ont très bien marché. Mais aujourd'hui, ce modèle-là, pour moi, ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus pour une bonne raison, c'est que ce modèle, il était basé sur un marketing de la musique, où notamment l'album sortait un an avant, et il était programmé en radio. Donc il fallait que ces spectacles qui proposaient de la musique pop, notamment ou rock, puissent intégrer les radios en amont pour que ce AirPlay radio puisse créer cette notoriété du spectacle, de telle sorte que quand le spectacle arrivait un an après, vous aviez l'impression déjà d'avoir vu le spectacle ou de connaître et d'avoir acheté 1 million d'albums, ce qui a fait le succès de Notre-Dame de Paris, entre autres, des 10 commandements. Mais du fait que les radios ont changé leur positionnement, on n'est plus sur du radio de la programmation urbaine et moins pop-rock. Donc, ce pan marketing et ce paramètre marketing et économique important n'existe plus. Donc, ce modèle a du plomb dans l'aile et ne fonctionne plus. Donc, on revient à, et moi, c'est un débat que j'avais toujours avec Dov, en lui disant, mais non, les Français ont besoin qu'on leur raconte des belles histoires. Il me disait, non, non, ils veulent leur écouter des bonnes musiques. Je fais, oui, mais la musique peut aussi raconter une belle histoire et peut contribuer à cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, pour moi, on est clairement dans une direction du musical de Broadway qui n'est pas, enfin, il ne faut pas l'oublier, est né en France, hein. L'ancêtre du musical, c'est l'opérette. Donc, c'est un juste retour aux sources et ce qui est bien. Et d'ailleurs, Mogador a été aussi le temple de l'opérette. Donc là aussi, retour à la case départ, ce qui est bien. Et pour moi, c'est pas que l'avenir, c'est le présent déjà, et c'est l'avenir aussi. Est-ce que cette direction justement vers le musical plutôt que la comédie musicale à la française, elle pourrait être entravée justement par la langue française? Parce que c'est vrai que Broadway et West End, ils ont cette synergie en fait avec la langue anglaise qui fait que même les communautés de fans de comédie musicale arrivent à se comprendre, se retrouver entre les deux. Est-ce que justement ça ne peut pas être un blocage, parce que même si on les traduit et qu'on crée des shows à la française en langue française, est-ce que ça ne peut pas être un blocage justement à l'arrivée de Broadway en France, entre guillemets? C'est une donnée importante, mais pour moi, ce n'est pas un blocage. La preuve en est, ce sont les 300 000 spectateurs qu'on fait chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a un public pour ça, il y a un public qui aime. Après, oui, il y a un certain snobisme, j'ai envie de dire, qui est plus parisien, de l'intelligentsia parisienne, de se dire, ben non, on ne peut pas traduire. Alors qu'on traduit la Bible, on traduit Molière, pardon, pas Molière, on traduit Shakespeare, mais par contre, Abba, on ne peut pas traduire. Oui, peut-être, mais il y a des très bons adaptateurs en France, Nicolas Angel, Nicolas Nebaud, Stéphane Laporte notamment, qui nous ont prouvé qu'ils étaient capables de rendre à la fois de garder la rythmique, la musique, la prosodie par rapport à l'œuvre originale, mais de lui donner de garder le sens, bien sûr, et de faire passer la langue française dans ses chansons. Donc, non, je pense que c'est possible, ça existe et il le faut. Et nous, on le défend et ça sera pas, je ne pense pas que ce soit un frein. On fait attention, ça veut dire que c'est un élément sur lequel il faut qu'on se pose et on travaille beaucoup. Par exemple,
sais que Mika sera content que je lui révèle ça, mais a priori sur le Roi Lion, Stéphane Laporte va à retravailler son adaptation. Elle sera certainement aussi plus proche du film, parce que c'est vrai qu'on a aussi entendu et on entend hein, ce qui s'est passé et que les gens étaient contents de retrouver ces musiques qu'ils connaissaient. Donc ça aussi, on va le respecter. Donc Stéphane a retravaillé son adaptation. Donc l'adaptation est clé hein, dans ce cheminement, mais je ne pense pas que ça soit un frein pour la France. Je pense que les gens ont envie d'attirer un public large. On pourrait avoir la stratégie du Châtelet ou de Marigny, hein, qui est une autre stratégie, de dire j'accueille les spectacles en langue anglaise. Pas de problème, mais vous faites 8 semaines. Donc, vous pensez que si par exemple Marigny avait adapté Funny Girl en français, ils auraient peut-être eu plus de monde? Je pense. D'accord. Je pense. En tout cas, Guys and Dolls, qui était un spectacle pour moi très théâtral, et j'en ai parlé à Jean-Luc Choplin, je lui ai dit c'est dommage, on aurait envie de pouvoir maîtriser parce que honnêtement, l'expérience des surtitrages, des sous-titrages dans une salle, c'est un peu complexe, je trouve. Et c'est encore une fois, on parle d'expérience. Et pourtant, les surtitrages, c'est aussi quelque chose que vous avez aussi réalisé, par exemple pour Grease, c'était le cas? Pour les anglo-saxons, pour que les anglo-saxons puissent. Mais là, on touche 10% de la salle. Donc, il y a 90% des gens qui profitent quand même de la langue de leur pays. Et c'est encore une fois la stratégie. Donc, non, c'est pas un frein. Et je suis arc-bouté sur. J'ai pas beaucoup de certitudes, mais j'en ai une, en tout cas, j'en ai deux. Une, c'est l'adaptation. Et deux, c'est que le spectacle doit être live et joué par un orchestre. Donc, ça aussi, c'est une spécificité maison qu'on va garder, qu'on doit garder parce que elle rend notre approche unique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des participants. Bon, bah, sinon, je pense qu'on va conclure alors. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir participé à cette conférence. C'était, je pense, très intéressant pour tout le monde. Et on espère donc que la réouverture se passera dans les meilleures conditions et le plus tôt possible pour tous ceux qui ont hâte de pouvoir retourner au théâtre. Voilà, merci beaucoup. Merci. On est aussi très très pressé d'ouvrir, croyez-nous. Et c'est pas beau un théâtre qui est vide, un théâtre vide. Et le théâtre Mogador a besoin de vie et c'est vous qui allez nous l'apporter. Donc on est très impatient de réouvrir. Je pense juste à une dernière question peut-être pour le public. Si dans le public on a des personnes qui aimeraient travailler peut-être dans le management du spectacle ou du spectacle vivant, est-ce que vous avez un conseil tout de même, de la même façon que vous avez donné un conseil à ceux qui aimeraient être acteurs? Voilà, compliqué. Encore une fois, je vais utiliser, c'est un peu un motif, mais la passion. Je pense que, et ne pas, mais on en parlait tout à l'heure, mais ne pas mélanger émotion et passion. Je pense que l'émotion est pour le spectateur. Nous, on est des passionnés. On doit rester passionné, mais ne pas prendre de décisions avec trop d'émotionnel. Et ça doit rester très pragmatique quand même. C'est un métier. C'est un métier fantastique, extraordinaire. On est là pour donner du bonheur aux gens. Donc, il faut garder ça et travailler beaucoup d'humilité parce que la star, c'est le spectacle. La star, ce sont nos artistes. Et nous sommes que des facilitateurs pour faire en sorte de présenter. Nous sommes un peu le speed dating qui permet de présenter nos spectateurs à nos comédiens et c'est notre travail en tant que producteur. Donc, c'est garder cette humilité, rester passionné et travailler parce que et être plein de conviction plus que de certitude, j'ai envie de dire. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.